Peut-être petite introduction déjà, je vais me présenter. Donc, Olivier Simon Maté. Donc, je suis graphiste freelance, donc UX, UI, web designer et aussi tout ce qui va être print donc, et branding. Voilà, donc je suis aussi disponible sur la plateforme Malte si ça vous intéresse. Ensuite, aujourd'hui, donc, on va parler du no-code. Donc, dans l'accroche de la Malte Academy, j'ai un peu vanté les mérites du no-code. Donc, bien sûr, on va voir tous les avantages du no-code. On va peut-être aussi définir un peu mieux ce domaine, ce secteur. Et aussi, je vais vous montrer les outils et templates qui permettent donc de monter et de mettre en place des applications rapidement et facilement, sans savoir coder. Parce que si vous vous intéressez au no-code, c'est que vous avez sans doute un manque de compétences dans le code ou tout simplement que vous n'avez pas de temps à investir dans l'apprentissage d'un langage de programmation. Voilà. J'aimerais bien commencer par un petit chiffre qui m'avait bouleversé, on va dire. C'était Quentin Adam, non, c'était Microsoft, donc le CEO, Bill Gates, qui avait annoncé que 500 millions de programmes informatiques allaient avoir le besoin d'exister, d'être mis sur pied dans les 5 prochaines années, soit ce qui a été fait déjà depuis 40 ans. Donc on est déjà en période de pénurie de développeurs, donc imaginez, ça va être encore pire pour les créateurs de projets de trouver un codeur. Voilà, donc je vais passer au sommaire. Donc, vous pourrez me voir dans la petite bulle tout en haut, c'est un peu plus humain pour la présentation, donc ça c'est bien. Donc, en première partie, on va un peu retracer l'historique du langage de programmation et peut-être aussi du science computing, donc qui est le domaine de l'informatique et de la micro-informatique. Donc, j'aurais pu passer directement au côté pratique, ce qui vous intéresse, j'imagine, le plus, mais c'est important aussi de contextualiser et de mieux comprendre sur quoi fonctionnent tous ces modules, parce que le no-code, spoiler alert, c'est que des petits modules qu'on va interconnecter, connecter entre eux. Voilà, des microservices. Donc, on va commencer notre première partie, notre petite historique. Donc, première partie, contexte. Donc, depuis toujours, l'homme a cherché à rationaliser et à faire des économies d'efforts. Donc, des économies d'efforts intellectuels et physiques. Donc, physique avec l'agriculture, plein d'autres inventions, mais retenez l'agriculture, et intellectuel avec, en premier lieu, l'écriture. Parce que ça permettait au commencement de l'humanité de, par exemple, écrire des contrats voilà, de legs entre les nobles. Ça permettait de compter les cultures pour ensuite calculer les impôts, et ça permettait de stocker l'information, l'écriture. Au début, c'est ça, l'écriture. Stocker une information, avoir des écrits. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Voilà. Et ensuite, avec comment dire, une prolifération de l'écriture des données, il y a eu de plus en plus de données à gérer et aussi à interpréter. Donc l'homme a là aussi essayé d'inventer des process et des machines qui permettaient de traiter plus facilement cette donnée. Donc ça a été par exemple l'invention du boulier pour les comptables qui permettait de calculer et de gérer des grandes opérations calculatoires. Et c'est ce boulier qui a peut-être, je trouve que l'analogie est poétique, mais qui a donné ensuite naissance aux premières machines, aux premiers ordinateurs, on va dire. Bien, donc, ces machines émergeant et étant créées, conçues au fur et à mesure, avec bien sûr une explosion au moment de la révolution industrielle au 19e siècle, eh bien, il y a eu une problématique de communication avec la machine, car bien sûr, ce n'était pas du tout la même sémantique, on va dire,
le même langage, voilà, pour rester simple. Et après ce bouilli, bien sûr, il y a eu plein d'autres inventions, mais peut-être un peu plus sous le manteau et qui n'ont pas forcément marqué l'histoire. Mais il y a surtout un homme et une femme qui se sont distingués donc, en Angleterre. C'est Charles Babbage et Ada Lovelace. Et à eux deux, ils ont inventé le moteur différentiel. Donc ça, c'est la traduction littérale, mais en anglais, c'est Difference Engine, parce que je n'ai pas compris quand j'ai cherché, mais je crois qu'à l'époque, les opérations s'appelaient des différences, je ne sais plus très bien. Bon, c'est un nom contextuel, voilà. Et à eux deux, ils ont en fait inventé la première calculatrice mécanique qui fonctionnait avec des rotors et qui permettait de faire seulement des additions. Donc vous pouviez faire bien sûr tout ce qui va être multiplication en additionnant tous les chiffres les uns à la suite. Et c'était un peu la première machine qui mécanisait la pensée, on va dire. Voilà. Donc je vous propose d'ailleurs de regarder un petit film qui va retracer, enfin qui va expliquer le moteur. Donc je vous laisse regarder. Ah, il n'y a pas de son? Sorry. Is it works using purely addition. It works using something called the method of finite differences. So this allows you to take any equation and work that through using an approximation, but using only addition. So in a way, I suppose this machine takes an equation, breaks it down to smaller and smaller and smaller and smaller pieces until you end up with something so simple it can be done by the turning of a cog. Yeah. Each one of those cogs is just doing addition to the next cog. Adding. Exactly. The method allows simultaneous work on a multitude of simple sums. Tricky for the human brain to keep track of, but perfect for the methodical workings of a machine. When each addition passes through 10, these hypnotic spirals carry the one up the column. And at the end, the difference engine automatically prints the answers into tables, removing the risk of human error. Why was it important? So in the 19th century, people were using mathematical tables for all sorts of things. They were using them for engineering, they were using them for astronomy, but probably most importantly, they were using these tables for navigation. So sailors referring to these mathematical tables, and if there were errors in them, then lives could be lost. You know, people could be sailing into the wrong places. It's an ingenious machine, but this was not a computer. Rather, it was an incredibly advanced calculator, precise up to 31 decimal places. Can you do it one more time? Okay. I'm going to stay on this side. This side's gorgeous. At the time Ada saw the difference engine, it was just a small demonstration piece. For many of the guests that night, it was an amusing curiosity, but not for her. The debutante grasped its significance. Ok, donc apparemment il y a eu des petits problèmes de son. Et non, la vidéo n'est pas longue, elle est finie. Nous voici de retour. Bien, donc vous avez pu voir donc, le fonctionnement de cette machine absolument monstrueuse, mais d'une certaine beauté, je trouve. Et donc, d'ailleurs, cette femme, donc je reviens juste sur la slide, Ada Lovelace, donc d'ailleurs, elle a donné le nom à un outil de no-code
donc Adalo, voilà, adalo.io, peut-être que certains connaissent. Donc c'est Adalo Velace. Et donc cette femme a été accusée de plein de maladies. Donc la plus facile à lui coller, c'était l'hystérie à l'époque, mais on lui reprochait aussi d'avoir un utérus sauteur qui se déplaçait dans son corps et qui était la source de sa magie noire, parce que c'était une femme génie, une femme mathématicienne, et que forcément c'était mal vu à l'époque. Bien, donc, si on revient donc à notre historique, ensuite, donc là, c'est les premiers vrais ordinateurs, entre guillemets, et qui découlent donc de la Seconde Guerre mondiale, comme de nombreuses grandes inventions, et notamment avec la machine de Turing, qui a permis de casser le code Enigma, qui était donc un système qui permettait aux nazis de communiquer entre eux. Et découlant de cette machine de Turing, il y a eu le premier ordinateur ENIAC, qui était dit portable, parce qu'il était dans des grandes armoires qui étaient transportables, qui étaient mobiles. Bon, quand on voit la taille de la pièce, on se demande vraiment s'ils ont bien compris le concept de portabilité. Et c'est surtout l'émergence donc du transistor, qui peut être très simplement, j'ai envie de dire, illustré avec l'idée d'une diode, d'une LED, d'une lampe qui s'allume et qui s'éteint, et qui laisse passer l'électricité ou qui la retient. Et c'est ça qui va permettre à la machine de faire des calculs en se basant sur une numérotation en base 2 binaire. Et c'est donc là l'apparition du langage binaire et du concept de langage machine, langage qui est compréhensible et qui tient sa source juste du transistor qui s'allume et qui s'éteint. Ensuite, ce transistor, donc on va le développer avec les microtransistors, qui va juste être une miniaturisation du transistor et qui va permettre l'invention des processeurs et des microprocesseurs qui vont retenir en eux des milliards de microtransistors. Et ça va être l'apparition des langages de programmation pour communiquer avec ces processeurs, avec ce matériel informatique et micro-informatique. Donc là, je vais vous parler un peu des interfaces qui existent. Donc, on a vu donc, que les microprocesseurs ne fonctionnaient qu'en 0 et en 1, ne comprenaient que les 0 et les 1. Et donc, l'humain, lui, ne parle pas en 0 et en 1. Il parle avec des lettres et il a besoin de communiquer avec l'ordinateur dans un but, là aussi, de réaliser des économies d'efforts intellectuels, comme on l'a vu depuis la nuit des temps. Il a voulu gagner du temps, plutôt que de taper, d'avoir juste un petit clavier 0 et 1 et de tapoter à l'infini des 0 et des 1. Il s'est dit, je vais essayer de gagner du temps, de faire des raccourcis et de regrouper des fonctions, de regrouper des groupes de 0 et de 1 dans des fonctions, dans des lettres, dans des cases. Et je vais faire appel à ces cases pour générer un code qui a du sens pour moi. Et donc, c'est les premières interfaces CLI. Donc, on connaît beaucoup le GUI actuellement, c'est le plus connu, mais là, vous voyez les trois interfaces qui existent. Donc, la première CLI, ça va être le langage assembleur au tout début, où en fait, CLI, c'est Command Line Interface. Donc, vous pouvez y faire appel quand vous êtes sur Mac avec le terminal, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, l'invite de commande, et sur Windows, ça va être pareil, commande exécutable, je ne sais plus trop quoi. Ensuite, vous avez la mise en page des interfaces en commande de ligne avec les TUI. Ce n'est pas forcément connu, et pourtant, vous y êtes confronté à chaque démarrage d'ordinateur. Donc, Apple, lui, cache l'interface texte, mais Windows, vous pouvez y accéder quand vous changez des paramètres BIOS. Si vous bidouillez un peu votre ordinateur, vous pouvez changer les fréquences processeurs, vous pouvez voir la température du processeur, vous pouvez voir pas mal de variables ou de données processeurs. Et en fait, là, c'est de la mise en page de texte. C'est comme du GUI, mais imaginez qu'il n'y a aucune couleur, qu'il n'y a aucun graphisme, c'est vraiment du texte brut. Donc c'est d'une part très rapide à mettre en place, il n'y a besoin d'aucun driver, donc c'est très pratique pour tout ce qui est processeur, et c'est très facilement compréhensible par l'humain. Ensuite, l'aboutissement
de toutes ces interfaces, c'est l'interface graphique telle que nous la connaissons, aujourd'hui. Là, je vois qu'un des problèmes d'affichage, donc essayez de voir si tout le monde voilà, voit bien la présentation. Et oui, TUI, c'est Text User Interface. Et GUI, c'est Graphic ou Graphical User Interface. Voilà. Donc, on va passer à notre deuxième partie du premier axe. Donc, il y a eu aussi, il faut bien comprendre, une prolifération, une fois que l'informatique personnelle s'est démocratisée, il y a eu une prolifération des langages de programmation propres à chaque entreprise, et surtout chaque processeur avait son propre langage, parce que forcément le matériel était différent. C'est comme dans une population, il y a plusieurs tranches d'âge qui coexistent entre elles, qui cohabitent. Forcément, chacune a des problématiques différentes, a des manières de faire différentes, de penser, etc. Et les processeurs, c'était exactement pareil. Donc, vous aviez une atomisation des langages et les machines avaient de grandes difficultés à communiquer entre elles. Déjà que l'homme avait du mal à communiquer avec elles. Et donc, il y a eu la volonté de standardiser, de généraliser et de rendre les machines interopérables et de pouvoir communiquer avec elles et entre elles. Donc, c'est pour ça qu'a été inventé un langage au-dessus du langage assembleur, qui était le premier langage texte de code. Donc là, je l'ai appelé Python & Co, mais ça va être tout ce qui va être JavaScript, C++, C++, c'est tous les langages qu'on entend parler et qui sont appris et enseignés dans les écoles de code ou en autodidacte. Donc là, je vous ai montré les niveaux de langage, parce qu'on parle de niveau de langage. Pourquoi de niveau? Imaginez peut-être une échelle, avec au pied de l'échelle donc le processeur, et plus on s'éloigne du processeur, plus le processeur ne comprend pas ce qu'on dit, mais plus nous on comprend, plus on se rapproche du langage humain. Et donc bien sûr, si le processeur ne comprend pas ce langage, il a besoin d'être traduit. Et c'est les fameux compilateurs, si vous connaissez. Et donc ces compilateurs, comme Google Traduction, il y a des erreurs. Et donc, il faut débugger ensuite, c'est-à-dire enlever les bugs de traduction. Et donc, c'est un vrai problème pour les machines de comprendre le langage humain. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas toujours résolu. Hein. Vous pouvez croire que là, je vous parle d'une problématique et ensuite je vous donne la réponse, mais non, pour l'instant, quand on compile, quand on traduit le langage Python, JavaScript, etc., il y a toujours des erreurs et c'est très compliqué à la machine de comprendre. Mais l'IA serait le favori ou la favorite pour résoudre ce problème parce qu'elle pourrait justement beaucoup mieux débugger avec du machine learning et d'autres manières de penser, disons. Et bien sûr, en haut de la pile, nous avons le no-code et le low-code. Donc là, j'ai introduit le terme de low-code. Et je ne vais pas en parler du low-code, je vais peut-être vous expliquer la différence ou les petites spécificités, mais pour l'instant, on va vraiment s'attarder qu'au no-code. Bien, donc deuxième partie, ça va être côté pratique et surtout maintenant se concentrer, maintenant qu'on est dans le monde présent, on va s'intéresser au no-code. Et je définis un peu. Donc pareil, petite vidéo, je vais faire attention au son, pour expliquer le no-code un peu, pour l'illustrer. Every text you send, every website you visit, every screen you swipe, it's all driven by code. Code that only a fraction of the world can even understand. And that's a problem. Imagine if only 1 out of every 400 people knew how to write. Think how many world-changing ideas would have never seen the light of day. We'd be stuck in the dark ages. And when it comes to software development, we kind of are. So what if, instead of writing hundreds of lines of code to add new features to your website, you could just design them directly on your website? What if you could create the next world-changing product
without writing a single line of code. That's the future for creators, and it's about to change everything. It's time to unleash the power of software development to everyone by making it visual, so anyone can harness the power of code to build a website, an app, or an entire business without actually writing it. At Webflow, we're doing exactly that. We're empowering creators to design, build, and launch amazing things. No code required. Welcome to the future of software development. Welcome to the age of no code. Ok, donc, revenons. Donc, attendez, c'est vraiment très artisanal, mais ça fonctionnera bien. Alors, pour le lien de la vidéo, c'est tout simple, hein, c'est la publicité de Webflow. Hein. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais leur vidéo était très sympa, donc j'avais envie de vous la faire visionner. Voilà, donc, côté entrepreneur, donc, vous m'entendez bien déjà, parce qu'il y a vraiment des problèmes de son apparemment, oui, cool. Bon, alors, le no-code. Donc le no-code, ça va être tout simplement de la connexion, de l'interconnexion entre plein de microservices et de plateformes en fait. Vous allez avoir une sorte de neuronalité de services, c'est-à-dire des services qui vont se connecter entre eux et qui vont échanger en permanence. Vous avez peut-être entendu parler des fameuses API, donc les interfaces de programmation d'applications, avec REST et l'autre, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, bref. Et donc, ces services communiquent entre eux et reposent sur des plateformes, des méta-plateformes, on les appelle. Donc, ça va être toutes les plateformes cloud, parce que le no-code, c'est que du cloud, c'est que du SaaS, du software as a service. Et donc, les plateformes les plus connues, ça va être AWS, donc Amazon Web Services. Vous allez avoir aussi donc, Microsoft qui essaye de placer un peu sa plateforme et qui a beaucoup de mal, ça va être Power Apps. Google, il va aussi... non, lui, il a arrêté. Ça va être AppSheet. Donc, vous voyez, il y a aussi des fails, on va dire, dans le no-code, parce que justement, c'est un peu la nouvelle licorne dans le code, parce qu'il y a de grands espoirs qui sont portés sur cette thématique, mais la technologie est encore balbutiante et à ses débuts. Donc c'est pour ça, les outils que je vais vous présenter aussi et les templates, ce sont des outils qui sont très jeunes, c'est un peu des jeunes chiens fous, on va dire, qui promettent beaucoup, mais ne sont pas capables de répondre à toutes les problématiques. Et ça va seulement répondre, les outils que je vais vous montrer, le no-code en général, ça va répondre à des problématiques que de nombreuses personnes rencontrent, et donc on leur donne des outils à disposition pour répondre à ces problématiques partagées. Donc typiquement, c'est un peu comme le machine learning, ça va être créer des plateformes, mettre en relation des gens avec des plateformes, accepter des paiements, on va pouvoir automatiser énormément de tâches. Le no-code, dès que vous avez une tâche rébarbative, répétitive, le no-code, il vous l'avale et il vous l'automatise très très facilement. Donc c'est très bien pour tout ce qui va être CRM, création de devis. Là, je vous donne des exemples très spécifiques. Il ne faut pas vous enfermer dans ces exemples, hein. Mais dites-vous que si vous avez une disruption technologique en tête, vous ne pourrez pas la faire en no-code. Le no-code, vous pourrez faire un simulacre de technologie disruptive, mais si on parle, je ne sais pas moi, de crypto-monnaie ou de sciences très compliquées et très spécifiques, le no-code ne va pas répondre à ce genre de problématiques, et je pense que vous vous en doutez. Mais tous les autres problèmes vont être gérés très facilement. Et du côté entrepreneur, donc ça va permettre le no-code d'itérer forcément très rapidement et surtout en masse. On va pouvoir faire énormément de tests qui vont permettre aussi de faire remonter les feedbacks beaucoup plus rapidement et en beaucoup plus grand nombre, avec justement le CRM qui va être en back-end, pourquoi pas. Enfin, vous pouvez vraiment faire appel à votre créativité parce que le no-code, c'est vraiment très artisanal. C'est une sorte de jeu de Lego, bien sûr, et vous allez avoir des architectures très faciles à mettre en place, des services que vous utilisez déjà, ça va être Google Sheet,
Vous allez pouvoir mettre en place avec Zapier, vous connaissez peut-être, ou IFTTT, nous le verrons, connecter des services de facturation comme Stripe ou encore Sage. Enfin, vraiment, c'est des outils que vous utilisez déjà et c'est vraiment ça son avantage, c'est de mettre en relation des outils que vous maîtrisez déjà et donc sans learning curve absolument énorme avec un besoin d'apprendre un nouvel écosystème. Et je vous en ai parlé aussi, ça permet d'automatiser toutes les tâches répétitives et donc de gagner du temps et de l'argent. Côté graphiste, le no-code va avoir aussi de nombreux avantages. Alors, le côté freelance n'est pas souvent mis en avant dans tout ce qui est no-code et low-code, mais je pense que c'est vraiment un point de vue intéressant et un peu nouveau, parce qu'en fait, quand vous êtes graphiste, vous allez être à même de proposer des services que vous ne pouviez pas jusqu'alors. Donc ça va permettre de répondre à des nouvelles offres, d'élargir son champ, non pas de compétences, parce que c'est des outils que vous maîtrisez déjà, mais son champ d'action. Et ça va permettre de facturer plus, forcément, vous répondez à plus d'offres, et voire même parfois d'installer des rentes. Alors les rentes, ça fait un peu immobilier, patrimoine, etc. Mais en fait, il faut prendre la traduction littérale, c'est un revenu passif et automatisé. Et comment? Avec les contrats de maintenance, tout simplement. Maintenant que vous êtes capable de gérer un site web facilement, très rapidement, sans apprentissage d'un langage de programmation, eh bien, vous allez pouvoir facturer, je ne sais pas moi, pendant 1 an, la maintenance d'un site web, d'une application pour un créateur de projet, et donc avoir une autre source de revenus régulière. Et ça permet aussi, et moi c'est quelque chose que je trouve très important en tant que créatif, c'est de gouverner de bout en bout, dans le sens où on a la main sur une architecture, sur un univers, un esthétisme global, c'est-à-dire que ce que vous allez maqueter, vous allez le faire en même temps. Donc vous avez vraiment la main sur toute la chaîne de production et c'est encore une fois très artisanal et très satisfaisant. Voilà, donc c'est la fin de la petite présentation. Donc maintenant, on va passer rapidement, je pense, de la mise en pratique, on va dire. Ça va juste être un partage d'écran. Donc je vais être rapide. Je vais passer en... Est-ce que je reste avec ce micro-là? Ouais. Donc je vais passer en partage d'écran. Donc, 2 petites secondes, le temps que ça vienne. Share screen. Ok, share screen. C'est pas tout à fait fonctionnel. Voilà, ça c'est moi. Bonjour. Et normalement, si je fais ça, ça share le screen. Voilà. N'ayez pas peur, fermez les yeux. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez mon écran. Donc, ça c'est Zoom, enchanté. D'ailleurs, je tenais à dire que je vous transmettrai un PDF qui retracera un peu les outils donc, utilisés aujourd'hui ou au moins montrés. Donc, ça va être ce petit PDF. Donc, je le referme rapidement parce que sinon, ça va vous spoiler. Mais nous allons voir quelques outils. Alors, le premier que je voulais vous montrer qui n'est pas fonctionnel, non, disons autre chose, qui ne va pas récolter de données sur les actions utilisateurs, ça va être InVision App. Donc, ça va être celui-ci, le premier. Donc, ça va être en fait un service de maquettage haute fidélité avec des clics possibles. Vous allez pouvoir interagir avec votre maquette, ça va être dynamique. Vous allez pouvoir gérer les animations, etc. C'est très puissant, c'est très beau et surtout, vous pouvez exporter en HTML ce que vous faites et le mettre sur un serveur distant. Donc peut-être si vous le demandez, je vous montrerai. J'ai un petit serveur distant et on pourra accéder en fait à cette maquette sur un site web. Par exemple, un client vous donne son nom de domaine et vous pouvez très facilement uploader votre maquette HTML sur son site et lui peut le visualiser en direct. Donc je trouve ça très puissant, très professionnel et très immersif.
Donc là, par exemple, j'ai fait avec la presse d'aujourd'hui. Donc, en fait, ça permet d'enrichir n'importe quelle image, tout simplement. Donc voilà. Donc là, c'est l'image de la présentation des interfaces, vous avez vu. Et en fait, par exemple, ici, je vais avoir une zone qui va être cliquable et qui va m'emmener sur une autre image que j'aurais designée. Donc, vous utilisez les mêmes logiciels que d'habitude, que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc moi, InDesign, Photoshop, Illustrator et que sais-je, XD, Figma, tout ce que vous voulez. Vous exportez dans un format facile, JPEG et autres. Et ça permet, je suis revenu en arrière, c'est pas ça que je voulais faire. Et ça permet d'enrichir votre maquette. Par exemple, ici, j'ai mis un effet Hoover. Et en fait, c'est juste que j'ai créé une image avec un... Je vais vous la montrer. Avec un petit halo, voilà. Je l'ai nommé Hoover. Bon, il faut bien noter vos images, hein, parce que sinon vous vous perdez. Et vous voyez, c'est juste cette image avec le halo que j'ai superposé avec un trigger qui va être passer la souris, le curseur sur le carré, le rectangle, et ça va faire apparaître la petite ombre, le petit halo. Et je vais vous montrer ça avec les zones cliquables. Vous voyez, et ça peut être vraiment très sympa et très puissant. Vous voyez, c'est cliquable. Vous pouvez même utiliser le clic retour arrière de la souris. Donc c'est génial. Donc voilà, je vais passer en mode éditeur. Donc vous voyez, j'ai mes deux zones cliquables. Donc quand je clique, donc link to, c'est ma deuxième page, la page de destination. C'est pas ça que je voulais faire. Le trigger, donc là vous voyez, on a clic, double clic, over, drag right, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire des maquettes téléphone, c'est-à-dire smartphone, vous draguez vers la droite, ça fait apparaître un menu. Donc c'est vraiment très très puissant et en fait on peut simuler, faire un simulacre d'application qu'on peut uploader sur un nom de domaine et vraiment le truc est fonctionnel et on peut y accéder depuis son téléphone. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai mis Hoover, Dissolve, j'ai décoché Stay on Target Screen, parce qu'en fait, ça veut dire que dès que je quitte cette zone, hop, il revient à l'image de départ. Vous voyez, c'est quand même très simple, c'est que des trucs qu'on connaît, vous voyez, hop, je fais des petits carrés, c'est très très puissant et très simple en fait. Et là, par exemple, je vous ai montré aussi, non, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse ensemble, mais par exemple ici, j'ai fait un autre test, un peu plus UI, un peu plus interface, bon, vraiment très très simple. Par exemple ici j'ai un menu, hop, Hoover, ça me fait apparaître un truc, et c'est quand même pas mal. Et on peut très bien faire aussi avec les petits textes, hein, vous voyez, hop, ça devient en gras. Et pareil, c'est que du Hoover. Ce que j'aime bien, c'est que la logique, elle est très simple, mais elle est très puissante. Donc ça, c'est un petit outil que vraiment j'apprécie beaucoup et qui en plus est gratuit. Ils ne le sont pas tous. Hein. Donc après, bien sûr, outil extrêmement connu, extrêmement populaire et extrêmement puissant, ça va être Webflow, que sûrement certains utilisent déjà et dont nous avons vu la publicité. Donc là, je vais pas vous... Enfin, c'est vraiment très très puissant hein, ce truc, c'est génial. Donc là par exemple c'est un site assez simple et c'est un peu comme du WordPress qu'on peut d'ailleurs tout à fait considérer comme du no-code. Et il faut bien saisir que le no-code en fait il nous entoure depuis très longtemps. C'est juste que la dénomination actuelle est tendance et fait un peu parler d'elle. C'est un peu voilà, je sais pas moi, la mode. Mais en fait, ça nous entoure depuis très longtemps. Vous avez WordPress, mais vous avez déjà plein de visuals basiques. Voilà, c'était l'un des premiers langages de programmation qui était aussi en drag and drop, interface graphique, conviviale, très facile à appréhender. Mais le no-code nous entoure depuis très longtemps. On peut très bien considérer aussi un filtre, je ne sais pas, de spam, de mail comme du no-code, parce qu'en fait, ça va être une interface qui permet de filtrer de la donnée. Vous allez interagir, communiquer avec votre application à distance par le biais de petites fenêtres, de menus contextuels, etc. Donc le no-code, en fait, imaginez que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà et qui existe depuis très longtemps. Donc c'est pour ça, Webflow, quand c'est apparu, ça a beaucoup fait parler de lui, mais en même temps, les gens se disaient
ok, bon, c'est un éditeur qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus puissant, mais en fait, c'est un éditeur web, quoi. Et ça ne devrait pas surprendre, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est beaucoup plus puissant, qui a fait beaucoup parler de lui, mais ça n'a rien de, faut pas dire révolutionnaire, mais de extrêmement nouveau. Voilà. Alors, par exemple, j'aimerais bien vous montrer... attends, je vais regarder déjà Zoom, penser, mange du code, d'accord, je sais pas, pardon. Donc, par exemple, ce que je voulais vous montrer, c'était une plateforme qui regroupe en fait plein de petits tutos pour faire des clones d'applications qui existent déjà. Donc ça, c'est très puissant aussi pour tous les entrepreneurs qui veulent gagner du temps et se baser sur des sites qui existent déjà. Donc là, par exemple, vous avez des clones de Netflix, voilà. Et après, vous avez des clones d'Airbnb, des clones de Vinted sur Adalo, et ils vous proposent, on en a parlé d'Adalo, Adalo Velace, et ça vous propose voilà, de cloner ces applications. Alors, je savais pas trop si je pouvais vous en parler, parce que j'ai l'impression que quand on parle de clone, on s'attire un peu les foudres des services juridiques des entreprises. Donc, je sais pas, j'espère que je ne fais pas de bévue. Mais en tout cas, ce site existe, cette plateforme existe, et elle est absolument géniale, très simple d'utilisation. D'ailleurs, il a utilisé Webflow pour la faire. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça vous permet aussi d'avoir une petite formation et une aide dans la mise en place de vos plateformes. Donc, parlons-en de ces autres services qu'ils utilisent, que je voulais vous présenter surtout. Donc après Webflow, vous avez Glide Apps, qui est vraiment pas mal aussi, qui est super simple, qui est absolument génial. Glide App Templates. J'avais fait une petite maquette au début de cette période pour justement mettre en relation, parce que moi je suis en confinement du coup chez mes parents à la campagne, et c'était pour mettre en relation les gens qui étaient en chômage technique et les producteurs. Donc j'avais fait une petite app qui mettait en relation voilà, les agriculteurs producteurs dans le besoin de main-d'œuvre et les gens qui avaient moins de choses à faire que d'habitude. Alors c'est bizarre parce que là, c'est pas du tout mon écran d'accueil habituel. Où est-ce que je mets mes trucs? My apps, voilà. Donc c'était le petit culture solidaire, voilà. Et c'est très simple, c'est plutôt puissant. Et en plus, on peut faire une application qui va être administrateur et une application utilisateur final. Où en fait, là, par exemple, c'était mon application administrateur et vous pouviez ajouter des fermes. Quand vous cliquez sur les fermes, vous voyez, il y avait la présentation de la ferme, la mission en détail, la durée de la mission, quelle était la gratification, le nombre de places restantes aussi par rapport au nombre de candidats. Vous pouvez postuler. Du coup, l'agriculteur, lui, avait sa propre application et il pouvait accepter ou non les candidats suivant leur profil. Vous aviez une carte, etc. Les candidats, voilà, c'était vraiment l'application administrateur. Vous aviez aussi une sélection, enfin, toutes les entreprises, toutes les fermes listées, donc qui avaient été approuvées, parce que bien sûr, on ne peut pas les mettre directement en ligne, donc en attente, celles qui attendaient d'être approuvées. Vous aviez les foires aux questions, voilà. Donc, en plus, c'est plutôt, le design est sympa, voilà. Vous pouvez connecter des sites, donc ça peut très bien fonctionner en CRM, en gestion de problèmes, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes à la SNCF et que vous voulez faire un système de gestion de problèmes sur les rails, j'en sais rien, j'improvise un peu, mais c'est vraiment très puissant et très flexible. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez des templates. C'est ce sur quoi j'étais tout à l'heure, en fait. My apps. Voilà. From template. Et en fait, vous avez plein de templates et vous avez juste à changer les modifications. C'est en marque blanche, donc vous pouvez très bien mettre votre logo, votre charte graphique et avoir un truc up and running en quelques heures, allez, quelques minutes même parfois. Hein. Donc pour des applications de speaker, de conférences, applications de livres audio. Donc vous voyez, c'est absolument gigantesque tout ce qui existe. Et il y a forcément une application qui répond à un de vos problèmes.
Et pour un MVP, quand on est entrepreneur, c'est génial. Vous pouvez tester un concept en quelques secondes, quelques minutes, bon, faut pas exagérer non plus, et plutôt que d'attendre, je sais pas moi, quelques jours et aussi ne pas avoir la main sur le logiciel, là, vous pouvez aller sur le marché beaucoup plus rapidement, éprouver l'idée, pourquoi pas pivoter si ça fonctionne pas, enfin, c'est extrêmement agile et c'est très pertinent dans le monde actuel. Et en parlant d'actualité, il y avait par exemple aussi un autre outil que j'ai pas listé parce qu'il est en anglais essentiellement et puis je n'ai pas trop pu l'éprouver, mais c'est Inkwork qui a été utilisé donc pour le Covid-19 à New York surtout, et ça a permis de mettre en place une application. Ils ne mettent pas là, la petite page Covid-19 et qui a permis de mettre en place une application qui mettait en relation donc les autorités et les habitants de New York pour gérer tout ce qui est distribution de nourriture. Ça faisait de la mise en page de données en instantané, c'est-à-dire une carte de contamination. Et vous aviez tout un autre système, un panel d'autres fonctionnalités. Et ça a été mis en ligne en 72 heures. Et ça a été connecté avec tous les services de la mairie de New York. Enfin, ça a vraiment été très rapide et surtout fonctionnel, parce que ce n'est pas juste du maquettage comme on a vu avec InVision, mais là, ça va carrément être de l'application fonctionnelle qui va fonctionner sur des architectures legacy donc de New York, qui avaient des vieilles infrastructures, et ça a vraiment connecté des vieux systèmes avec des nouveaux systèmes. C'est extrêmement flexible, c'est super puissant, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis comme autre Glide, c'est super génial. Ça fait beaucoup de superlatifs en quelques secondes, mais c'est assez kiffant quand même. Et après, vous avez ShareTribe qui, je pense, va intéresser beaucoup de gens parce qu'on voit une émergence quand même, une prolifération des plateformes en ce moment. Et c'est normal parce qu'on a besoin de mettre en relation une offre et une demande de plus en plus. Et en fait, cet outil permet, franchement, lui, il est carrément trop bien. Ça va être de mettre en place des plateformes en no-code, donc vous voyez, Decathlon l'utilise, etc. Et en fait, de créer un peu comme un Airbnb, tout qui existe en fait. Et c'est très puissant. Le prix n'est pas tellement cher en plus. Donc là, ça peut paraître assez imposant comme tarif mensuel, mais dites-vous qu'après, vous avez normalement un volume d'affaires qui compense, donc il n'y a aucun problème. Si vous intégrez ensuite Shopify, Shipito, vous pouvez livrer dans le monde entier. Donc vous voyez, c'est vraiment interconnecter les services. C'est super puissant. Donc retenez bien ShareTribe. Je vous laisse regarder aussi. C'est ça, je vous prends un peu par la main, mais je ne vais pas me connecter à chaque service, vous montrer chaque service. Il y a besoin aussi un peu de découverte personnelle. Je vous donne, c'est juste une petite initiation, on va dire. Je vous montre les outils, puis vous, curiosité personnelle, vous allez voir et vous voyez si ça vous correspond. Je pense aussi à un autre outil qui, lui, je pense c'est le plus puissant, hein. Honnêtement. Try.io. C'est le plus puissant. J'ai pas vu beaucoup de documentation sur Internet. Mais lui, c'est le plus puissant. Pourquoi? Parce que les connecteurs, vous allez voir, c'est phénoménal. C'est absolument phénoménal. Il connecte tous les outils du monde. Vous voyez, là, vous dites, bon, ok, j'en connais pas beaucoup. Pourtant, si vous voyez, hop, ici, j'ai Sage Live, quand même. Et puis après, je glisse et là, ça n'en finit jamais, quoi. Et vous avez des trucs, vous avez Zoom, qui est connectable. Vous avez ConvertKit, Zoo, tout ce qui va être CRM, Joomla, YouTube Live, enfin, c'est démentiel tout ce qu'il y a. Et là, pareil, c'est juste du drag and drop, c'est juste mettre en place des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs d'action, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un reçoit un tweet ou met un hashtag dans son fil Twitter, hop, moi, ma marque, elle repère ce tweet, et ensuite elle lui envoie un message personnalisé, vous avez tweeté ci, donc moi je vous propose ce service-là, et ensuite tous les 2 semaines, il va y avoir un envoi de newsletter ou de messages personnalisés Twitter, pardon, et vous allez pouvoir automatiser des tâches, connecter plein de services entre eux et n'avoir rien à faire en fait, et laisser tourner le business sur lui-même, itérer, améliorer le design, parce que le no-code ça va être du fonctionnel, du MVP encore, mais ça ne sera pas du design personnalisé, hein.
Et ensuite, dernier outil que je voulais vous présenter, c'était IFTTT. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et c'est un peu comme les raccourcis iPhone. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, avec l'iPhone, vous pouvez dire tous les matins, quand je me lève à 8 heures, allume la lumière si vous avez des lumières connectées. Pareil pour la machine à café, fais-moi couler un café. Ou lance la playlist réveil matinal, ou lance la playlist du dimanche soir, ou ce genre de choses. Là, c'est pareil, mais au niveau business. Et vous pouvez connecter plein de services entre eux. Et c'est encore une fois extrêmement puissant. C'est beaucoup plus tourné productivité professionnelle, plus que architecture, on va dire, applicative. Mais c'est très puissant aussi. Voilà, donc si vous voulez, je vous transmettrai le petit PDF là. Et comme ça, vous pourrez juste cliquer en fait sur les liens, ça sera plus rapide. Et donc maintenant, on va passer aux questions. Alors attendez, hop, je vais juste dans mon truc live enlever voilà, le partage d'écran, sinon vous allez voir un effet un peu horrible. Ok, voilà, donc on passe aux questions. Je ne sais pas comment c'est géré. Je vais désactiver mon micro. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Je t'entends. Super. Mais écoute, merci beaucoup pour cette présentation. C'était super intéressant. On a reçu énormément de messages et je pense qu'il y a pas mal de questions auxquelles tu as répondu au fil de la présentation. Donc, ce que je propose aux participants, il vous reste des questions qui n'ont pas eu de réponse, c'est de nous les renvoyer parce que la liste est vraiment trop longue. Je pense qu'on ne va pas pouvoir récupérer tout ce que vous nous avez envoyé. Alors, première question de Patrick qui nous demande, est-ce que tu as des livres en français ou des recommandations de formation pour du no-code? Les formations, c'est... On t'entend pas très bien. C'est vrai. On t'entend de loin. Là, vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux. Avec l'iMac, donc forcément, c'est pas le meilleur outil de communication. Bon. Au niveau des formations, non, franchement, tout de suite, on prend un parti dans un business, donc je ne suis pas là pour faire de la mise en avant de formation. Après, il y a des bootcamps qui existent. En no-code, c'est encore un peu, comment dire, intimiste. Il n'y a pas de grandes formations qui existent ou de grands bootcamps. Mais ça va vraiment être de l'autodidacte. Hein. Vous avez des chaînes YouTube qui en traitent. Ça va forcément être en anglais. Le français n'est pas très utilisé en informatique, vous vous doutez. Vous m'entendez bien? Alors moi, je t'entends, mais j'ai mis le son à fond. Je sais, si tu as une autre option, je pense que ça serait mieux pour les questions. Ok, bon alors juste pour répondre aux questions, j'ai remis le micro. Normalement, on m'entend mieux, mais ça sera juste le temps de répondre à la question. Donc, pour les formations, je mets aucune formation en avant, forcément, mais vous allez forcément utiliser ou plutôt visionner tout ce qui est chaîne YouTube, oui. Je fatigue un peu quand même, hein, après 50 minutes. Et beaucoup d'autodidactes. Et voilà, aucune formation que je mettrai en avant, mais tout sera en anglais, forcément, parce que le français n'est pas utilisé en informatique beaucoup. Et voilà. Parce que là, je vois qu'il y a d'autres questions à l'écrit. Peut-être que je peux y répondre maintenant. Je ne sais pas, Fanny. Oui. Ouais, bien sûr. Alors, soit je te les lis ou soit tu peux les lire et y répondre directement. À toi de me dire ce que tu préfères. Je vais faire ça, je vais faire en feed direct. Ok, parfait. Hop, excusez-moi pour l'aperçu de mon arrière-train. Voilà. Donc, quels outils no-code préconises-tu pour le test d'utilisateur avant lancement d'une app mobile? Le design personnalisé est déjà réalisé. Alors, si vous avez déjà un design qui a été fait, donc un UX UI qui est passé, non pas derrière, mais avant, vous n'allez pas pouvoir intégrer votre design personnalisé parce que le no-code ne permet pas une personnalisation du design parce que forcément, vous reposez sur de l'UI déjà existante et facilement, qui est générale, quoi. Donc, à part changer, bien sûr, les couleurs, le logo, tous les graphismes personnalisés, les photos, mais l'UI UX ne sera pas intégrable. Ensuite, les outils no-code pour le test utilisateur avant lancement d'une app, ça, en fait, vous la faites tourner offline, c'est tout. Vous réunissez un groupe testeur et puis voilà, c'est le plus simple, hein. Un peu à la mano. Pour les tests utilisateurs, il faut rester très artisanal. Hein. Auto a l'air cool, oui, il est très cool.
Par contre, je vous ai dit, au niveau juridique, je ne m'avance pas, voilà. Est-ce que le no-code est viable à moyen long terme? Ah, tout à fait. Au long terme, c'est tout à fait pas rentable, mais viable, parce qu'en fait, c'est scalable, forcément, et c'est surtout, au niveau contractuel, vous pouvez personnaliser. Vous avez un besoin, je ne sais pas, vous savez que ça va être Noël, que ça va être une période de forte affluence si vous êtes un e-commerce, et vous allez juste personnaliser votre contrat et dire, OK, je veux 10 000 je veux pouvoir gérer un trafic de 10 000 visites par jour. Et là, hop, vous allez payer un peu plus cher, mais juste pendant un mois, et ensuite vous reviendrez à 2 000 de trafic. Donc c'est tout à fait viable à moyen et long terme. Et en fait, donc c'est quoi la question? En fait, je me demande si le temps gagné au début n'est pas perdu ensuite dans la maintenance. Et non, il n'y a pas de maintenance, c'est des outils automatisés qui sont drag and drop. Donc en fait, il y a des mises à jour internes. C'est du SaaS, c'est du software as service. Donc vous ne gérez pas la maintenance de la plateforme sur laquelle vous travaillez, vous vendez vos services. Donc non, il y a très peu de maintenance à faire. C'est très fiable en fait. C'est des technologies très fiables. Oui, Bubble, oui, excusez-moi, j'en ai pas parlé, mais Bubble, en effet, Bubble.io, en plus, il était ouvert, hein, mais Bubble, ah non, mince, je suis en caméra. Bref, mais Bubble.io, c'est très très puissant. Moi, je trouve qu'il est un peu laid, malheureusement, mais sinon, il est très puissant et pour du MVP, bon, c'est très bien. Quel est l'intérêt réel du no-code quand tu codes déjà? Donc, ça, c'est une question à propos de la mise en danger des développeurs. Je vous l'ai dit en introduction, les développeurs, vous n'en avez rien à craindre, parce que le no-code, c'est pour répondre à des solutions que beaucoup de gens rencontrent, pour répondre à des problématiques que beaucoup de gens rencontrent. Donc, tout ce qui va être technologie disruptive, tout ça, les codeurs seront bien évidemment les seuls interlocuteurs et les seuls acteurs. Et puis, franchement, les codeurs, je pense que faire des tâches répétitives, faire les mêmes applications, ça ne vous intéresse pas. Donc, au contraire, accueillez-le avec chaleur et bienveillance. Le no-code va vous permettre d'arrêter de faire des projets nourriciers qui ne sont pas forcément très intéressants et très rébarbatifs. Donc, franchement, non, il y a aucun danger pour les codeurs. Au contraire, c'est un soulagement, c'est une bulle d'air frais. OutSystem, oui, je connais Airtable aussi, très connu. OutSystem, donc je l'ai pareil ouvert, mais il est beaucoup plus axé anglais, il est un peu plus précis. Et là, on commence à rentrer dans le domaine du low-code. Donc c'est un peu plus complexe, il faut connecter des API entre elles. Et là, il faut en fait maîtriser un peu déjà le code. Donc je ne serai pas forcément pour la mise en avant d'OutSystem. Après, franchement, faites votre recherche sur Internet, ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Alors, le meilleur outil pour se lancer, honnêtement, Webflow. C'est l'outil de l'avenir. Je vous ai dit, j'ai un peu modéré mes propos, j'ai dit c'est pas totalement révolutionnaire, ça existait déjà depuis longtemps, mais en fait, vous avez surtout de la gestion de data, et ce qui est génial avec Webflow pour les graphistes, les freelances, même pour les codeurs, hein, c'est que vous pouvez gérer dans la plateforme, sur le logiciel, par exemple, vous pouvez déjà facturer tous les mois les clients, vous indiquer le revenu que vous voulez avoir tous les mois en profit, c'est-à-dire entre 20, 50, 100, 300, 400, 500 dollars par mois, et lui, il va calculer automatiquement combien il va facturer le client tous les mois pour gérer la maintenance. Donc Webflow, franchement, c'est l'outil que je pourrais conseiller le plus. Alors, un rappel de nom d'outils no-code app mobile en français, pas beaucoup, hein. Il y en a une, mais je ne la conseillerais pas. Voilà. Quel outil a le plus de possibilités de personnalisation? Toujours la même réponse, Webflow. Après, pour un MVP, est-ce qu'on a besoin de personnaliser complètement? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord, pardon. Wix, non, c'est un éditeur, c'est un builder de site web, c'est un peu comme du Strikingly, du WordPress. WordPress est beaucoup plus flexible et modulable. Wix, je conseillerais, non, pas forcément. Voilà, je dois filer un grand merci, de rien. Ah, une autre question, y a-t-il une plateforme pas trop chère qui laisse télécharger le code comme Mendix? Alors, vous pouvez télécharger le code, mais là, en fait, c'est de la programmation classique, hein.
Donc oui. Après, vous pouvez utiliser Dreamweaver, qui est génial. C'est une application Adobe. Donc si vous maîtrisez déjà tous les logiciels Adobe, InDesign, Photoshop, etc., vous allez pouvoir vous y retrouver très facilement. Et en fait, ça permet de transformer du code HTML, JavaScript, etc., les feuilles de style CSS, et de les modifier comme WordPress. En fait, lui, il fait tourner son code en arrière-plan, et vous avez que le site web en front. Et du coup, c'est vraiment génial. Si vous voulez vraiment pousser un peu plus le no-code, voire même pousser le low-code, vous avez, en fait, c'est des IDE, hein, c'est les environnements de travail intégré, de développement intégré, et ça va être tout ce qui est Dreamweaver, il y en a d'autres, mais moi je pense surtout à Dreamweaver si on est habitué à Adobe. Et voilà, alors Webflow, vous pouvez faire des web apps, hein. Si vous connectez avec des iframes, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous intégrez des sortes de screenshots en live d'autres sites, vous pouvez très bien faire des web apps. Donc Webflow est vraiment très très puissant. Alors, peux-tu nous donner tes contacts par la suite pour échanger? Pas si vous avez une question. Ah oui, pour une question complémentaire. Oui, bah, je peux vous remettre, si vous voulez, mon numéro de téléphone pour les questions. Hop, je le mets ici. Voilà. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous laisse le noter si vous avez des questions ultérieures. Ensuite, pour l'accès au PDF, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faut voir avec Fanny. Je ne sais pas si on peut avec Zoom. Là, je vois qu'il y a 3 petits points. Enregistrer la discussion. Normalement, on peut partager des documents avec... Oui, alors je pense qu'Olivier ne m'entend pas. Fanny, tu si parles, tu mais m'entends. je t'entends pas. Ouais. Oui, je disais, tu auras juste à m'envoyer le lien de la présentation et moi, je me chargerai d'envoyer à tous les participants la présentation là, dans l'après-midi. OK? Ok, bon, bah, c'est parfait. Top. Bah, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Bon, et bien parfait. Dans tous les cas, j'ai vu que tu avais envoyé tes coordonnées. Je pourrais également remettre le lien de ton profil Malte. Donc, les personnes qui souhaitent te contacter pourront également le faire. Je vais juste reprendre une nouvelle fois la main sur le partage d'écran, simplement pour vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir retrouver les replays si jamais vous êtes arrivé en cours de route et que vous n'avez pas pu suivre l'intégralité de cette Malte Academy. Hop. Donc, du coup, je vous partage cette page. Vous avez le site Malte Academy qui vous permet donc à la fois de consulter tout le programme des Malte Academy sur les prochaines semaines. Donc, on le met à jour très régulièrement. Vous avez également la possibilité de devenir speaker. Donc, si vous avez des thématiques à proposer, vraiment, n'hésitez pas. On sera ravis de revenir vers vous pour en discuter ensemble. Et enfin, ce que je vous disais, les replays des Malte Academy sont ajoutés donc au fur et à mesure. Donc, celle d'aujourd'hui sera ajoutée d'ici quelques jours. Donc, vous pourrez y accéder, je pense, d'ici la fin de semaine. Je crois qu'on a reçu de nouveaux messages. Je ne sais pas si c'est de nouvelles questions ou des remerciements. Donc, c'est plutôt des remerciements. Hop, oui. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me charge du coup de vous envoyer les coordonnées ainsi que la présentation d'Olivier dans la journée. Olivier, est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter? Si ce n'est vous souhaiter de bonnes itérations, non. Et une bonne journée, bien sûr. Et bon courage à tous. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour le temps accordé. Et puis, à très vite. Au revoir. Bonne journée à tous.